Le froid du cachot s'infiltrait dans les os de Lucia Valeria comme des poignards de glace. Ses mains, autrefois ornées d'anneaux d'or et de pierres précieuses, agrippaient maintenant les barreaux rouillés de sa cellule. La soie qui effleurait, autrefois sa peau avait été remplacée par un habit grossier et taché. Ses cheveux, autrefois tressés de rubans d'or, pendaient en mèches graisseuses sur son visage décharné. La tour du château d'Emerita résonnait de sa propre respiration. Là où étaient autrefois accrochées les tapisseries aux armoiries de sa famille, seuls subsistaient des murs nus et humides. Une à une, les torches s'étaient éteintes, ne laissant apparaître qu'une faible lumière qui filtrait par une étroite fenêtre. Cette fenêtre donnait sur la cour où elle avait autrefois reçu l'hommage des nobles et des clercs. Le silence était absolu. Même les cris des corbeaux n'arrivaient pas jusqu'ici. Seul le goutte à goutte régulier s'infiltrait à travers les pierres mal ajustées. Lucia se souvenait du murmure des conversations latines, du tintement des coupes d'argent, du froissement des robes des sénateurs. Maintenant, elle n'entendait plus que les battements de son propre cœur, irréguliers et faibles. Ses lèvres étaient gercées par la soif. La nourriture arrivait une fois par jour, du pain rassis et de l'eau trouble. Rien à voir avec les banquets qu'elle donnait dans son palais, où les invités dégustaient des vins de Gaule et des olives d'Hispanie. Le contraste la frappait, comme une claque chaque matin à son réveil. L'humiliation avait été publique et brutale. Ils avaient traîné son nom dans la boue devant toute la cour. Ils l'avaient accusé de trahison, d'hérésie et de complot contre le royaume. Les nobles qui lui avaient baisé la main furent les premiers à lui jeter des pierres. Les prêtres qui avaient béni son mariage furent ceux qui réclamèrent sa condamnation. Une souris trottinait sur le sol de pierre, s'arrêtant pour l'observer de ses petits yeux perçants. Lucia la fixait. Même cette créature avait plus de liberté qu'elle. Elle pouvait aller et venir, chercher de la nourriture, choisir où dormir. Elle, qui avait autrefois décidé du sort de centaines de vassaux, dépendait désormais de la clémence de ses ravisseurs pour chaque gorgée d'eau. La douleur dans son dos s'intensifiait. Dormir sur la pierre froide pendant des semaines avait durci ses muscles jusqu'à les rendre noueux. Chaque mouvement lui rappelait sa chute. Chaque respiration lui faisait mal comme respirer du verre pilé. Les souvenirs la tourmentaient plus que le froid. Elle voyait des visages confiants se transformer en masques de trahison. Elle entendait des promesses de loyauté se muer en témoignages accusateurs. Elle ressentait la chaleur des étreintes qui se terminaient par des coups de poignard dans le dos. La solitude était sa seule compagne. Personne ne venait lui rendre visite. Même ses anciens serviteurs n'osèrent pas s'approcher. La peur avait contaminé son monde entier et son nom était devenu maudit. Ceux qui prononçaient autrefois « Doña Lucia » avec révérence le murmuraient désormais avec horreur. Ses ongles, autrefois soignés par les meilleurs serviteurs, étaient cassés et sales. Elle avait tenté de creuser dans les murs, cherchant une issue impossible. Elle ne réussit qu'à se couper les doigts jusqu'au sang. Le sang séchait sous ses ongles, rappelant son désespoir. L'écho des pas dans le couloir la fit frissonner. Ça aurait pu être les gardes qui apportèrent de la nourriture, ou les bourreaux qui venaient la chercher. Chaque bruit la plongeait dans une angoisse qui lui serrait la poitrine. Elle vivait dans un état de terreur constant, espérant que chaque jour serait le dernier. L'obscurité s'épaississait à chaque heure qui passait. Ses yeux s'étaient habitués à la pénombre, mais son âme restait perdue dans les ténèbres. Elle se demandait si elle reverrait un jour la lumière du jour, femme libre. Elle se demandait si elle méritait ce châtiment. Le vent hurla, travers les pierres du château, comme les gémissements des âmes perdues. Lucia ferma les yeux et se demanda comment elle était arrivée ici. Quel choix l'avait conduite des couloirs dorés à cette cellule de pierre? À quel moment la gloire avait-elle causé sa chute? Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez, on vous suivra. L'année de notre Seigneur 1147 marqua le destin de la péninsule ibérique, terre de guerres et d'opportunités. Les royaumes chrétiens avancèrent vers le sud, reconquérant des territoires restés sous domination musulmane pendant des siècles. Au milieu de ces troubles, l'ancienne cité d'Emerita s'imposa comme un joyau stratégique du royaume de Léon, convoité pour sa situation au bord du fleuve et ses imposantes murailles romaines. Lucia Valeria naquit dans ce contexte de combat constant. Son père, le comte Rodrigo Valeria, s'était
illustré comme l'un des chevaliers les plus fidèles du roi Alphonse VII. Sa mère, Isabelle de Castille, était issue d'une noble lignée descendant des Goths. Tous deux avaient uni leur maison pour renforcer la frontière chrétienne contre les Almoravides. Dès son plus jeune âge, Lucia fit preuve d'une intelligence qui surprit son entourage. Elle apprit le latin avant de nombreux jeunes ecclésiastiques. Elle maîtrisa l'écriture alors que d'autres jeunes filles savaient à peine broder. Son père, reconnaissant ses talents exceptionnels, décida de l'éduquer comme si elle était l'héritier mâle qu'il n'avait jamais eu. Il lui enseigna la stratégie militaire, la gestion du territoire et la diplomatie. Les murs du château d'Émérita résonnaient des leçons qu'elle recevait. Des maîtres de Salamanque lui enseignaient l'histoire ancienne et le droit canon. Des guerriers antiques lui expliquaient les tactiques de siège et les formations de combat. Des marchands juifs lui démontraient les arts du commerce et de la finance. Lucia absorbait chaque savoir comme la terre sèche absorbe la pluie. Sa beauté s'épanouissait aussi bien que son intelligence. Ses cheveux étaient dorés comme des épis de blé, ses yeux verts comme des émeraudes, et son allure élégante imposait le respect. Les troubadours composèrent des chansons sur la jeune fille d'Émérite, aussi sage que belle. Les cours voisines commencèrent à parler d'elle, comme d'une union extraordinaire. La première grande épreuve survint alors que Lucia avait à peine 15 ans. Son père tomba gravement malade lors d'une campagne contre les Almohades à Badajoz. Les médecins diagnostiquèrent des fièvres persistantes et des plaies purulentes. Le comte Rodrigo gisait dans son lit, délirant, hésitant entre la vie et la mort, tandis que l'ennemi approchait des murs d'Émérita. Sans héritier mâle et le seigneur frappé d'incapacité, l'avenir du comté était en jeu. Les nobles vassaux se réunirent dans la grande salle, débattant de la marche à suivre. Certains proposèrent de céder les terres au roi afin qu'il puisse nommer un nouveau seigneur. D'autres suggérèrent un mariage rapide pour Dame Lucia avec un puissant chevalier. La jeune femme écouta dans l'ombre, comprenant que son sort se jouait sans qu'elle ne soit consultée. C'est alors que Lucia prit la décision qui allait changer sa vie à jamais. Elle entra dans la salle, vêtue des armoiries de son père et arborant le sceau du comté. Les nobles se turent, surpris par son audace. D'une voix claire et avec une autorité naturelle, elle déclara qu'elle assumerait la régence jusqu'à la guérison de son père. Des murmures de protestation s'élevèrent aussitôt. Une femme ne pouvait pas gouverner. C'était contraire aux lois divines et humaines. Mais Lucie avait préparé sa réponse. Elle cita des précédents historiques de reines guerrières comme Urraca de León. Elle rappela les exploits de nobles dames qui avaient défendu des châteaux en l'absence de leurs époux. Elle argumenta avec une logique impeccable et une connaissance juridique qui impressionnèrent même ses détracteurs. Le moment décisif arriva lorsque les guetteurs annoncèrent l'approche des troupes almohades. Les débats devinrent urgents. Lucie n'attendit plus d'arguments. Elle ordonna la préparation des défenses, l'envoi de messagers demandant des renforts et l'organisation des provisions pour un siège prolongé. Ces ordres étaient si précis et stratégiquement judicieux que les vétérans les suivirent instinctivement. Pendant 3 jours, Lucie dirigea la défense d'Émérita depuis les remparts. Elle organisa les relèves de garde, distribua les armes, coordonna les contre-attaques et négocia avec les marchands pour s'assurer du ravitaillement. Sa présence sur les remparts inspira les soldats autant que son intelligence tactique contrarie les assaillants. Les Almohades ne s'attendaient pas à rencontrer une résistance aussi organisée et acharnée. Le 4e jour, les renforts du roi Alphonse VII arrivèrent. Les troupes chrétiennes fondirent sur l'armée assiégeante comme un marteau sur une enclume. La victoire fut totale et glorieuse. Les chroniqueurs écriront plus tard que la Vierge d'Émérite avait sauvé l'une des clés de la reconquête grâce à son courage et à sa sagesse. Lorsque le roi arriva à Émérite pour célébrer la victoire, il trouva le comte Rodrigo en pleine convalescence et sa fille une héroïne. Alphonse VII, impressionné par les exploits d'une jeune fille de 15 ans, prit une décision sans précédent. Il accorda à Lucia le titre de comtesse d'Émérite de plein droit, non par mariage ou par héritage, mais pour son mérite et sa bravoure démontrée au combat. La cérémonie d'investiture eut lieu dans la cathédrale d'Émérite, devant des nobles venus de tout le royaume. Lucia, agenouillée devant l'autel, reçut l'anneau de pouvoir, l'épée de justice et le sceau d'autorité. Les évêques bénirent sa nomination, la considérant comme divine.
Les nobles jurèrent fidélité à la première comtesse, qui avait mérité son titre par ses propres actions. Ce soir-là, lors du grand banquet de célébration, Lucia contemplait son nouveau monde depuis la table d'honneur. À 16 ans, elle était devenue l'une des femmes les plus puissantes de la péninsule. Elle possédait des terres, des vassaux, des richesses et surtout un respect acquis au prix du sang et de l'acier. Son ascension avait commencé, mais ses véritables défis aussi. Les 5 années suivantes transformèrent Lucia Valeria en légende vivante. Sous son règne, le comté d'Émérite prospéra comme jamais auparavant. Elle construisit de nouvelles forteresses à la frontière, établit des marchés qui attirèrent des marchands de toute l'Europe et organisa une armée de métiers qui devint une terreur pour les Almohades. Sa cour resplendissait de l'or des tribus et du prestige des victoires. Mais le véritable pouvoir se mesure à l'aune des ennemis qu'il se crée. À mesure que l'influence de Lucia grandissait, la jalousie de ses pairs s'accrut. Le comte Gonzalo de Mérida, seigneur des terres voisines, observait avec une amertume croissante une femme ternir sa réputation. Pendant des années, il avait espéré absorber Émérita par le mariage ou la guerre, mais il se retrouvait face à une rivale qui avait prouvé sa supériorité dans les deux domaines. La première grande trahison prit la forme d'une alliance matrimoniale. Le comte Gonzalo proposa à Lucia d'épouser son fils aîné, Fernando de Mérida. Cette proposition était accompagnée de promesses de soutien militaire et commercial. L'alliance semblait parfaite entre deux maisons puissantes. Lucia, conseillée par ses nobles les plus anciens, accepta les négociations. Le mariage fut célébré au printemps 1153 avec une pompe extraordinaire. Des nobles de tous les royaumes chrétiens affluèrent à Émérite pour assister à l'union. Le roi Alphonse VII bénit personnellement la cérémonie. Les festivités durèrent une semaine entière, ponctuées de tournois, de banquets et de représentations théâtrales. Lucie était convaincue d'avoir consolidé sa position grâce à une alliance stratégique astucieuse. Mais Ferdinand de Mérida n'était pas le gentilhomme courtois qu'il avait prétendu être durant leur cour. En privé, son ressentiment envers sa femme se manifestait avec une violence croissante. Il ne supportait pas qu'elle prenne des décisions sans le consulter. Il détestait que ses vassaux la respectent plus que lui. Il méprisait que son nom soit secondaire au sien dans les documents officiels et les cérémonies. Les premières fissures apparurent lors d'un conflit concernant la construction d'une nouvelle cathédrale. Lucie avait décidé de financer le projet avec les fonds du comté. Mais Ferdinand s'y opposa publiquement, arguant que l'argent devait être utilisé pour des campagnes militaires. La dispute dégénéra en confrontation ouverte devant toute la cour, où il apparut clairement que ce mariage était une lutte de pouvoir déguisée en union sacrée. La situation se détériora lorsque la nouvelle arriva que les Almohades préparaient une offensive majeure depuis Cordoue. Lucie proposa une alliance défensive avec d'autres seigneurs chrétiens, mais Ferdinand envoya secrètement des messagers à son père, suggérant que le moment était idéal pour prendre le contrôle total d'Émérita. La comtesse, disait-on, avait perdu la faveur divine en agissant de manière contre nature et en assumant des rôles masculins. Le conflit éclata durant l'hiver 1154. Lucie découvrit une correspondance secrète entre son mari et des ennemis du comté. Ces lettres révélaient un projet visant à la déclarer mentalement incapable et à transférer son autorité à Ferdinand. Pire encore, certaines lettres suggéraient qu'elle avait négocié avec des agents almohades, ce qui constituait une haute trahison. Face aux preuves du complot, Lucie agit avec la célérité qui la caractérisait depuis sa jeunesse. Elle arrêta Ferdinand et ses collaborateurs lors d'une opération nocturne. Elle les accusa formellement de trahison devant un tribunal de nobles loyaux. Les preuves étaient accablantes, mais le procès divisa la noblesse entre ceux qui soutenaient la comtesse et ceux qui la considéraient comme ayant violé les droits sacrés du mariage. Le comte Gonzalo répondit en déclarant la guerre à Émérite. Il affirmait que sa belle-fille n'était devenue folle et que son fils était victime d'une conspiration féminine contre l'ordre naturel. Il rassembla une armée considérable et marcha vers les frontières du comté. D'autres nobles se rallièrent à sa cause, y voyant l'occasion de mettre fin à l'expérience avec une femme au pouvoir. La guerre qui s'ensuivit fut brutale et dévastatrice. Les champs d'Émérita devinrent des champs de bataille. Les villages furent pillés par les deux camps.
Les paysans s'enfuirent vers les montagnes, abandonnant leurs récoltes et leurs maisons. La prospérité bâtie par Lucia s'effondra sous le poids du conflit déclenché par son mariage. Lors du siège de Montemayor, Lucia démontra une fois de plus son génie militaire. Elle organisa une sortie nocturne qui détruisit les engins de siège ennemis. Elle mena personnellement la charge de cavalerie qui perça les lignes du comte Gonzalo. Sa vaillance au combat inspira ses troupes, mais endurcit aussi son cœur contre ceux qui l'avaient trahi. La victoire fut remportée au prix du sang. Ferdinand de Mérida fut exécuté pour trahison après un procès public. Son père, le comte, Gonzalo mourut au combat après avoir refusé de se rendre. Des dizaines de nobles de moindre rang furent exilés ou perdirent leurs terres. Lucia avait sauvé son comté, mais elle avait appris que le pouvoir ne se maintient que par la force et que la clémence peut être interprétée comme une faiblesse. Le conflit transforma Lucie, ancienne souveraine sage, en une chef de guerre impitoyable. Elle ne comptait plus sur les alliances matrimoniales ni sur la loyauté des nobles. Elle entoura sa cour de soldats professionnels, fidèles à elle seule. Elle mit en place un réseau d'espions qui surveillait les moindres faits et gestes de ses vassaux. Son gouvernement devint plus efficace, mais aussi plus froid et calculateur. La guerre était finie, mais ses conséquences ne faisaient que commencer. Lucia avait prouvé qu'elle pouvait vaincre n'importe quel ennemi, mais le prix de la victoire avait été sa propre humanité. Le mariage censé assurer son avenir était devenu la source de sa première crise majeure, et le bain de sang avait terni à jamais sa réputation de souveraine juste. Dans le silence de son château, après la victoire, Lucia contemplait les portraits de ses ennemis tombés. Elle se demandait si Ferdinand avait vraiment été un traître ou simplement un homme incapable d'accepter le monde qu'elle représentait. Mais il était trop tard pour douter. La guerre avait commencé et elle avait choisi la voie de la survie, quel qu'en soit le prix. Les années qui suivirent la guerre civile transformèrent Lucie en la dame la plus crainte et la plus respectée de la péninsule ibérique. Sa cour en émérite rivalisait en magnificence et en puissance avec celle du roi lui-même. Des ambassadeurs de France, d'Angleterre et des États italiens arrivèrent pour négocier des traités commerciaux. Le pape Adrien IV la surnommait « fille préférée de l'Église » pour ses généreuses donations et sa défense du christianisme. Mais le pouvoir absolu corrompt même les plus nobles. Lucia développa une paranoïa grandissante qui infecta tous les aspects de son règne. Elle voyait une conspiration dans chaque geste de ses nobles, une trahison dans chaque lettre qu'elle recevait, une menace dans chaque visiteur étranger. Son réseau d'espions s'étendit à toute la péninsule, devenant un réseau de peur et de dénonciation qui assurait la sécurité de son trône, mais empoisonnait l'atmosphère de son royaume. Les exécutions devinrent fréquentes. Tout noble, soupçonné de déloyauté, était arrêté, jugé sommairement et exécuté sur la place publique. Lucia assistait personnellement à ces événements, assise sur un trône portatif, observant froidement la chute des têtes de ceux qui avaient juré de la servir. Ses sujets commencèrent à la surnommer la comtesse de fer en raison de sa cruauté. Ses relations avec l'Église se détériorèrent progressivement. L'évêque d'émérite, Don Rodrigo de Palencia, avait initialement soutenu son gouvernement, mais commença à remettre en question la fréquence des exécutions et la sévérité des impôts que Lucie imposait pour financer ses guerres. Lorsque le prélat osa critiquer publiquement sa politique, la comtesse l'accusa de corruption et l'exila du diocèse. Le conflit avec l'Église divisa ses sujets. Les paysans, traditionnellement fidèles à leur maîtresse, commencèrent à murmurer qu'elle avait perdu la bénédiction divine. Les petits nobles, déjà terrifiés par les purges incessantes, virent dans le conflit religieux une occasion d'exprimer leur mécontentement. Les fissures dans l'édifice du pouvoir de Lucie commencèrent à apparaître. Sa vie privée s'effondrait également. Après la mort de Ferdinand, Lucie avait rejeté toutes les demandes en mariage. Elle déclara qu'elle ne ferait plus jamais confiance à aucun homme et qu'elle régnerait seule jusqu'à sa mort. Cette décision, bien que compréhensible, la laissa sans héritier et souleva de graves problèmes de succession. Ses conseillers la supplièrent de reconsidérer sa décision, mais elle resta inflexible. L'absence de descendance la hantait en secret. Elle passait des heures dans la chapelle du château,
priant la Vierge Marie de lui montrer le chemin. Certaines nuits, elle hurlait dans son sommeil, tourmentée par les visions d'un trône vide et d'un comté en ruine après sa mort. Ses servantes la trouvaient pleurante en secret, mais le jour, elle gardait son masque de froideur imperturbable. En 1159, une nouvelle crise ébranla les fondements de son royaume. Son frère cadet, Diego Valeria, qu'elle avait exilé des années auparavant pour complot contre elle, revint de France avec une armée de mercenaires. Il était accompagné de nobles exilés qui avaient perdu leurs terres lors des purges. Il déclara que sa sœur était devenue folle et qu'il était venu rétablir l'ordre divin à Émérite. La guerre fratricide qui s'ensuivit fut plus cruelle que tous les conflits précédents. Diego connaissait tous les secrets du comté, toutes ses faibles forteresses et tous ses nobles mécontents. Ses espions infiltrèrent la cour de Lucia, répandant des rumeurs et achetant des loyautés. Pour la première fois depuis son accession au pouvoir, la comtesse affronta un ennemi aussi intelligent que lui et plus cruel que lui. Les combats dévastèrent le comté pendant 2 ans. Les récoltes furent mauvaises, le commerce paralysé et les villes se dépeuplaient. Lucia dut imposer des impôts de plus en plus lourds pour entretenir ses troupes, ce qui augmenta le mécontentement populaire. Les paysans commencèrent à déserter et à rejoindre Diego, qui promettait de les libérer de la tyrannie de sa sœur. Le moment le plus sombre survint lors du siège d'Émérite, à l'hiver 1161. Diego avait réussi à encercler la capitale du comté et à couper toutes les voies d'approvisionnement. La famine s'étendit à la ville. Les nobles commencèrent à négocier secrètement leur reddition. Même certains de ses gardes les plus fidèles commencèrent à se demander si une cause perdue valait la peine de mourir pour elle. Lucie résista avec un désespoir croissant. Elle ordonna la réquisition de tout le grain de la ville pour nourrir ses soldats, laissant les civils mourir de faim. Lorsque des bourgeois protestèrent, elle les fit exécuter sur la place pour l'exemple. Ces décisions, nées de la panique et de la paranoïa, ne firent qu'accélérer l'érosion de son soutien populaire. La trahison finale survint là où il s'y attendait le moins. Son cousin et bras droit, le comte Alvaro de Trujillo, son plus fidèle allié depuis 15 ans, négocia secrètement avec Diego la reddition de la ville. En échange, il obtiendrait le pardon et la préservation de ses terres. Dans la nuit du 13 février 1162, Alvaro ouvrit les portes d'Émérita aux troupes ennemies. Lucia se réveilla au son des cloches d'alarme et des cris de bataille dans les cours du château. Ses gardes couraient dans toutes les directions, certains combattant, d'autres fuyant, la plupart simplement désorientés par cette trahison soudaine. De sa fenêtre, elle vit les torches des envahisseurs s'approcher de la tour principale. Son royaume de fer s'écroulait en une seule nuit. Dans ses dernières heures de liberté, Lucia comprit l'ironie amère de son destin. Elle avait bâti un royaume fondé sur la peur et la méfiance. Et maintenant, cette même peur se retournait contre elle. Les nobles qu'elle avait terrorisés l'abandonnaient. Les sujets qu'elle avait opprimés la rejetaient. Même sa propre famille la trahissait. Alors qu'elle revêtait son armure cérémonielle pour affronter son destin, Lucia réfléchissait au prix du pouvoir absolu. Elle avait sacrifié l'amour, la confiance, la miséricorde et la famille sur l'autel de la survie politique. Ironiquement, ces mêmes décisions scellaient son destin. Le pilier central de son règne n'avait pas été la force, mais la peur, et lorsque la peur changeait de camp, tout s'effondrait comme un château de cartes. Les derniers jours de février 1162 furent une descente implacable vers l'abîme. Lucia s'était réfugiée dans la plus haute tour du château, avec à peine une douzaine de gardes fidèles, tandis que les troupes de son frère Diego pillaient la ville qu'il avait autrefois saluée comme sa sauveuse. La fumée des incendies s'élevait des maisons des bourgeois qui avaient financé ces guerres. Les cris des marchands, enrichis grâce à sa protection, se transformèrent alors en hurlements de vengeance. Les erreurs s'accumulèrent comme des pierres dans une avalanche. Chaque décision désespérée aggravait sa situation. Lorsqu'Ilimino Asensa ordonna à ses derniers soldats de brûler les greniers pour les empêcher de tomber aux mains de l'ennemi, il provoqua une famine qui transforma les derniers citoyens loyaux en ennemis furieux. Lorsqu'il tenta de négocier avec Diego par l'intermédiaire de messagers, ils furent exécutés publiquement, signe qu'il n'y aurait aucune pitié. Son réseau d'espions, autrefois efficace, s'était retourné contre elle. Les informateurs qu'elle avait payés pendant des années
vendait désormais ses secrets aux plus offrants. Il connaissait ses voies de fuite, ses trésors cachés, ses plans d'urgence. Chacun de ses mouvements était anticipé et bloqué par des ennemis qui connaissaient ses stratégies mieux qu'elle. La trahison d'Alvaro de Trujillo avait brisé sa confiance en son entourage. Elle voyait des complots dans les yeux de ses propres gardes. Elle soupçonnait ses servantes d'empoisonner sa nourriture. Elle croyait que ses confesseurs rapportaient ses péchés à l'ennemi. La paranoïa qui avait été son outil de contrôle la consumait désormais de l'intérieur comme un cancer. À l'aube du 3e jour du siège, une nouvelle arriva qui la déstabilisa. Son capitaine des gardes, Sancho de León, celui qui avait juré de la protéger jusqu'à sa mort, avait déserté pendant la nuit, emmenant avec lui la moitié des soldats restants. Avant de partir, il avait ouvert les portes de la tour secondaire, permettant aux troupes de Diego de s'approcher encore plus près de ses quartiers. Lucia reçut la nouvelle en silence, mais son entourage remarqua que quelque chose s'était brisé en elle. Ses mains tremblaient constamment. Son regard se perdit dans le vide pendant de longues minutes. Elle se mit à se parler à elle-même, à dialoguer avec les fantômes de son passé. Celle qui avait affronté des armées entières sans broncher était maintenant terrifiée par le craquement des poutres du château. La population d'Emerita, autrefois fière de sa maîtresse, était devenue une foule assoiffée de vengeance. Les citoyens racontaient des histoires de parents injustement exécutés, d'impôts qui les avaient ruinés, de fils enrôlés de force pour des guerres sans fin. Chaque jour du siège, les voix qui criaient son nom dans les rues devenaient plus furieuses et menaçantes. Ses propres nobles vassaux commencèrent à l'abandonner publiquement. Le comte de Plasencia envoya une lettre officielle retirant son serment de loyauté. Le seigneur de Cáceres rejoignit ouvertement les forces de Diego. Les chevaliers subalternes, qui avaient gagné des terres grâce à sa faveur, rivalisèrent alors pour savoir qui la répudierait le plus violemment. La structure féodale qu'elle avait bâtie se désintégra comme du sable entre ses doigts. Le 5e jour, le désespoir la poussa à prendre la décision la plus désastreuse de sa vie. Elle ordonna l'incendie de la cathédrale d'Émérite, arguant que si elle ne pouvait gouverner la ville, personne d'autre ne le pourrait. L'incendie, qu'elle avait conçu comme un acte de défiance, devint le symbole de sa folie. Voir brûler le temple qu'elle avait financé avec ses propres richesses fut l'image qui convainquit même ses derniers partisans qu'elle avait perdu la raison. La réaction populaire fut immédiate et féroce. Les citoyens restés neutres se soulevèrent spontanément. Ils attaquèrent les propriétés qu'ils possédaient encore dans la ville. Ils détruisirent ses statues et ses portraits. Ils profanèrent le tombeau de son père dans la crypte familiale. La rébellion qu'ils redoutaient depuis des années avait finalement éclaté, non pas menée par des nobles ambitieux, mais par le peuple qui avait perdu tout espoir en son règne. Ses derniers conseillers l'abandonnèrent cette nuit-là. Le vieil intendant, au service de sa famille depuis des décennies, s'enfuit en portant les joyaux du trésor familial. Le chapelain, qui avait béni ses décisions les plus cruelles, chercha refuge dans un monastère, cherchant asile. Même ses servantes disparurent, la laissant seule dans une tour qui allait bientôt devenir son tombeau. La solitude était désormais totale et terrifiante. Lucia errait dans les couloirs vides, parlant par écho. Ses pas résonnaient dans les salles où elle avait autrefois dansé avec les ambassadeurs de royaumes lointains. Ses cris se perdaient parmi les tapisseries qui racontaient la gloire de sa lignée. Celle qui avait contrôlé le destin de milliers de personnes ne pouvait désormais plus contrôler ses propres mouvements, prisonnière d'un château devenu son mausolée. La 7e nuit du siège, alors qu'elle observait les flammes dévorer sa ville depuis la plus haute fenêtre de la tour, Lucia comprit qu'il n'y avait aucune issue. Les troupes de Diego avaient complètement encerclé le château. Les tunnels secrets avaient été découverts et bloqués. Les derniers loyalistes étaient morts ou avaient pris la fuite. Le siège se rapprochait inexorablement, et avec lui, l'heure du jugement dernier était arrivée. L'aube du 8e jour sonnerait le glas de l'assaut final. Lucia le savait avec la certitude de quelqu'un qui joue le même jeu depuis des années. Le temps était venu d'assumer les conséquences de chaque décision, de chaque trahison, de chaque goutte de sang versée au nom de la survie. La crise, qu'elle avait évitée pendant des années, était enfin arrivée, et elle était irréversible. L'assaut commença au premier rayon de soleil. Les catapultes de Diego lançaient des pierres sur les dernières défenses, tandis que des échelles s'élevaient,
contre les murs de la tour principale. Lucia, vêtue de son armure de cérémonie tachée et bosselée, observait depuis les remparts les troupes ennemies s'avancer vers elle comme des fourmis affamées. Ses 3 derniers gardes tremblaient à ses côtés, plus de terreur que de froid. La résistance dura à peine 2 heures. Sans renfort, sans ravitaillement et sans espoir, les défenseurs se rendirent les uns après les autres. Lorsque les portes de la tour s'ouvrirent avec fracas, Lucia ne chercha ni à fuir ni à combattre. Elle se tenait dans la grande salle, attendant son frère avec le peu de dignité qui lui restait. L'écho de ses pas résonna une dernière fois dans les salles où elle avait régné pendant 15 ans. Diego, Valeria entra flanquée d'une douzaine de chevaliers, épée nue. Son visage exprimait un mélange de triomphe et d'amertume. Il avait gagné, mais cette victoire avait le goût amer du sang familial. Lucia le fixa, cherchant dans ses yeux le jeune frère qu'elle avait autrefois protégé. Elle ne trouva que l'ennemi qu'elle avait contribué à créer par ses propres décisions. L'humiliation publique fut immédiate et systématique. Diego ordonna qu'on lui retire sa couronne et ses anneaux de pouvoir devant toute la cour assemblée. Les symboles d'autorité qu'il avait fièrement arborés furent piétinés sur le sol de marbre. Ses propres vassaux, venus assister à sa chute, applaudirent chaque geste d'humiliation. Le sceptre qu'il avait brandi pour rendre la justice se brisa sous ses yeux. Les chaînes placées à ses poignets étaient les mêmes que celles qu'elle avait utilisées pour d'autres prisonniers. L'ironie n'échappa pas aux observateurs. La comtesse, qui avait ordonné des milliers d'arrestations, ressentait désormais de ses propres yeux le poids du fer et la froideur du métal sur sa peau. Ses mains, autrefois assez agiles pour signer des arrêts de mort, tremblèrent maintenant de façon incontrôlable. Le procès se tint sur la même place où elle avait présidé à tant d'exécutions. Une foule assoiffée de vengeance se rassembla pour assister au spectacle. Des cris de « mort aux tyrans » résonnèrent de tous côtés. Des femmes qui avaient perdu leur mari dans ces guerres crachèrent sur elle à son passage. Des enfants, rendus orphelins par ces décisions, lui jetèrent des pierres et des débris. Les accusations se sont poursuivies pendant 3 jours interminables. Témoin après témoin, ils ont raconté les crimes de son gouvernement. Ils ont parlé d'exécutions arbitraires, d'impôts abusifs, de terres injustement confisquées et de familles détruites par sa paranoïa. Chaque témoignage était un coup de poignard dans ce qui restait de sa réputation. Les nobles exilés revenus avec Diego se montrèrent particulièrement cruels dans leurs accusations. Ils racontèrent des histoires de complots imaginaires ayant entraîné la perte de leurs terres. Ils décrivirent des tortures inédites, mais qui semblaient plausibles. Ils inventèrent des trahisons qu'elle aurait planifiées contre le roi. Vérité et mensonge se mêlèrent jusqu'à devenir indiscernables. Le clergé eut également son heure de revanche. L'évêque exilé revint l'accuser d'hérésie et de sacrilège. Il cita l'incendie de la cathédrale comme preuve de sa décadence. Il affirma qu'une femme qui avait régné contre la loi naturelle avait été punie par la Providence. Ces propos incitèrent certains spectateurs à crier qu'elle était une sorcière qui méritait d'être brûlée vive. Lucia écoutait tout en silence, la tête haute et le regard fixé sur l'horizon. Elle ne cherchait ni à se défendre, ni à nier les accusations. Son silence fut interprété par certains comme du regret, par d'autres comme de l'arrogance. En réalité, elle avait simplement compris que les mots n'avaient plus le pouvoir de changer son destin. L'histoire s'écrivait avec le sang des vainqueurs. La réaction du peuple fut un chœur assourdissant de haine accumulé au fil des ans. Les marchands qui avaient prospéré sous sa protection la maudissaient désormais pour les impôts qu'elle avait levés. Les paysans qui avaient vécu paisiblement sous son règne la blâmaient désormais pour tout leur malheur. La gratitude s'était évaporée, ne laissant place qu'au ressentiment et à la soif de vengeance. La cour qui avait présidé à ces derniers jours s'était remplie de visages inconnus. Les nobles qui l'avaient autrefois flatté avaient été remplacés par des ennemis qui célébraient sa chute. Les serviteurs qui l'avaient servi fidèlement avaient disparu, cachés dans des monastères ou exilés vers des contrées lointaines. Seuls des étrangers restaient, la considérant comme une relique d'une époque qu'ils souhaitaient oublier. Au moment d'entendre la sentence, Lucia se releva péniblement. Les chaînes pesaient comme du plomb sur ses poignets gonflés. Sa voix, autrefois claire et autoritaire, n'était plus qu'un murmure lorsqu'elle parla enfin. Elle demandait seulement une mort rapide et que son corps soit enterré aux côtés de celui de son père. Même vaincue, elle tenta de négocier.
Diego la regarda longuement avant de prononcer les mots qui scelleraient son destin. Il l'accusa formellement de haute trahison, de meurtre, de tyrannie et de sacrilège. Il la condamna à mort par décapitation, comme il sied à son rang, bien que de nombreux membres de la foule aient crié qu'elle méritait d'être brûlée vive comme une criminelle de droit commun. L'exécution aurait lieu le lendemain, à l'aube, sur la place même où son procès avait commencé. Cette dernière nuit, dans une cellule humide sous le château qui avait été le sien, Lucia pleura enfin, non pas par peur de la mort, mais parce qu'elle comprenait pleinement comment elle en était arrivée là. Chaque décision avait semblé logique sur le moment. Chaque exécution avait été justifiée par la nécessité. Chaque trahison avait été une réponse à une autre trahison. Mais finalement, la logique du pouvoir l'avait conduite exactement là où elle était, seule, haïe et damnée. Le bourreau qui viendrait la chercher dans quelques heures était le même homme qui avait exécuté ses ennemis sur ses ordres. La roue avait tourné, et la justice qu'elle avait administrée d'une main de fer s'abattait désormais sur elle. Dans l'obscurité de sa cellule, Lucia attendait l'aube qui mettrait fin à l'histoire qu'elle avait elle-même écrite avec son sang. Le 15 mars 1162, aux premières lueurs de l'aube, les cloches d'émérite sonnèrent la mort. Lucia Valeria marcha d'un pas décidé vers l'échafaud, refusant le bandeau qui lui était proposé. Elle voulait voir les visages de la foule qu'elle avait dirigée pendant 15 ans. Elle voulait regarder dans les yeux ceux pour qui elle avait combattu et qui célébraient maintenant sa mort. La hache s'abattit dans un bruit sec qui résonna sur la place. La tête de la dernière comtesse d'émérite roula sur les pierres, mêmes où elle avait rendu la justice. Son sang se mêla à la terre qu'elle avait autrefois farouchement défendue. Les acclamations de la foule montèrent au ciel, comme pour célébrer la libération d'une ancienne malédiction. Son corps fut enterré dans une fosse commune, loin du mausolée familial où reposaient ses ancêtres. Diego ordonna qu'aucune pierre tombale ne soit érigée pour commémorer son nom. Il voulait que Lucia Valeria disparaisse de l'histoire comme si elle n'avait jamais existé. Il voulait que sa mémoire s'efface comme l'encre lavée par la pluie. Les chroniqueurs de l'époque ont écrit sur elle avec des plumes imbibées de poison. Ils l'ont décrite comme une usurpatrice ayant violé les lois divines en régnant en homme. Ils ont inventé des histoires de pactes démoniaques pour expliquer son ascension au pouvoir. Ils ont créé des légendes de sorcellerie et d'hérésie pour justifier sa chute. La véritable femme a disparu sous une couche de propagande et de mensonges. Mais les conséquences de son règne durèrent bien plus longtemps que sa mémoire calomniée. Les réformes administratives qu'il mit en œuvre se révélèrent si efficaces que Diego les maintint intactes. Le système fiscal qu'il créa continua de financer les finances du comté pendant des décennies. Les fortifications qu'il construisit protégèrent la frontière chrétienne pendant des générations. Son réseau commercial survécut à sa mort et s'étendit à toute la péninsule. Les marchands qu'il avait protégés continuèrent de prospérer sous le nouveau régime. Les routes qu'il avait établies devinrent des artères vitales du commerce médiéval. Ironiquement, les fondements économiques de sa tyrannie devinrent la base de la prospérité dont bénéficièrent ses successeurs. Les méthodes de gouvernement qu'elle développa furent copiées par d'autres seigneurs féodaux de l'époque. Son système d'espionnage devint un modèle pour les cours de Léon et de Castille. Ses tactiques militaires furent étudiées dans les écoles de guerre. Sa méthode d'administration de la justice, bien que brutale, était reconnue comme efficace. Les mêmes ennemis qu'il avait vaincus adoptèrent ses innovations. Diego Valeria, le frère qu'il avait détruit, gouvernait émérite selon les mêmes principes qu'il avait condamnés. Il maintenait la même structure de pouvoir centralisé. Il conservait les mêmes conseillers et les mêmes méthodes administratives. Il employait même la même dureté envers ses ennemis. La seule différence était qu'il avait la légitimité d'être un homme dans une société qui méprisait le pouvoir féminin. Les paysans qui avaient célébré sa mort commencèrent bientôt à regretter son règne. Sous Diego, les impôts augmentèrent au lieu de diminuer. Les guerres se multiplièrent au lieu de cesser. La prospérité qu'ils avaient connue sous le tyran s'évanouit comme de la fumée. Ils commencèrent à murmurer que Lucia n'avait peut-être pas été si mauvaise après tout. Les femmes nobles des générations suivantes trouvèrent dans son histoire une inspiration secrète et dangereuse. Bien qu'elles la condamnassent publiquement comme un exemple de ce qu'il ne fallait pas faire, en privé elles étudièrent ses méthodes
et admirèrent son audace. Certaines copièrent ses stratégies pour influencer leurs maris et leurs frères. D'autres utilisèrent son exemple comme preuve que les femmes pouvaient être gouvernées aussi bien que les hommes. Les érudits musulmans d'Al-Andalus ont écrit à son sujet avec plus de respect que les chroniqueurs chrétiens. Pour eux, une femme au pouvoir n'était pas une aberration, mais une possibilité reconnue par le Coran. Ils ont décrit son intelligence militaire et ses compétences politiques comme des qualités admirables. Leurs écrits ont conservé une image plus nuancée de son héritage. 50 ans après sa mort, une fois les passions apaisées et les témoins directs disparus, certains chroniqueurs commencèrent à réévaluer son image. Ils écrivirent qu'il avait été autant victime de son époque que l'artisan de son destin. Ils reconnurent que nombre des accusations portées contre lui avaient été exagérées ou inventées par ses ennemis. La grande ironie de l'histoire fut révélée un siècle après sa mort. Son frère Diego mourut sans héritier mâle et le comté d'émérite passa à sa fille Maria Valeria. Cette nouvelle comtesse adopta officiellement les méthodes de gouvernement de sa tante, reconnaissant publiquement que Lucia avait été une souveraine visionnaire et en avance sur son temps. Maria ordonna qu'une statue de Lucia soit érigée sur la place où elle avait été exécutée. L'inscription disait « Lucia Valeria, première comtesse d'émérite », qui régna avec férocité car son âge ne connaissait pas d'autre moyen de respecter le pouvoir féminin. L'histoire avait bouclé la boucle et la mémoire condamnée que renaissait comme un exemple de courage et de détermination. Le jugement final de l'histoire fut complexe et nuancé. Lucia Valeria avait été une tyranne, certes, mais aussi une pionnière. Elle avait abusé de son pouvoir, mais elle avait aussi démontré qu'une femme pouvait l'exercer aussi efficacement qu'un homme. Elle avait commis des crimes, mais elle avait aussi défendu le christianisme et fait prospérer son pays. Son héritage se résumait à un paradoxe qui allait définir de nombreuses figures historiques ultérieures. Elle avait commis des actes terribles pour des raisons compréhensibles, dans un monde qui ne lui offrait aucune alternative. Son histoire était celle d'une femme qui avait choisi d'être haïe plutôt qu'ignorée, crainte plutôt que méprisée, commémorée plutôt qu'oubliée. Dans les annales de l'histoire médiévale ibérique, le nom de Lucia Valeria rappelle que le pouvoir n'a pas de genre, mais que les sociétés qui le jugent en ont un. Sa vie et sa mort ont illustré à la fois les possibilités et les limites de l'ambition féminine à une époque où l'égalité prendrait des siècles à être reconnue. Fin de l'histoire. Et vous, nobles spectateurs, qui avez traversé avec nous les sombres couloirs de l'histoire, que retenez-vous de ce voyage? Si ce récit vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et partagez-la avec ceux qui aiment l'histoire vivante et intense. Et ne manquez pas le prochain épisode, nous parlerons de l'ascension et de la chute de l'empereur Frédéric Barberousse. À bientôt.